ce que tu voulais dire. Enfin, je sais pas si tu voulais me dire des choses en particulier. Bonjour à tous. Alors, on va attendre que tout le monde se connecte. Est-ce que, Hello. est-ce que vous pouvez juste nous confirmer dans le chatbot que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien avant qu'on commence? Ok, super. Merci Aurore. Ok, super. Bienvenue à tout le monde. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Idriss Quader. Je suis CEO et cofondateur de Meteoria. On va présenter ensuite ce qu'est Meteoria et ensuite on arrivera au vif du sujet, ce qui va vous intéresser aujourd'hui. Et Samuel, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis le CSO de Meteoria. Donc voilà, je m'occupe du growth chez Meteoria avec Idriss. On a lancé un sondage. Si certains veulent y répondre sur est-ce que vous connaissez le Géo, n'hésitez pas à répondre. C'est ça, ça va nous aider aussi dans la programmation des prochains webinars, avoir un peu le degré de maturité et du coup mieux identifier les sujets qui seront intéressants. Alors, donc, hop, la présentation. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir aussi la présentation? Vous voyez bien les slides? Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois dans le chat qu'on nous dit qu'il n'y a pas de son. Ok, super. Merci. Ok, parfait. Alors, hop, je vais juste paramétrer ça. Comment je cache ça? Hop là. Alors, laissez-moi juste 2 secondes. Je cherche à paramétrer la présentation. Voilà. Alors, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un webinar sur un cas qui est assez intéressant. C'est comment apparaître dans les carousels produits ChatGPT. C'est une présentation qu'on a déjà faite pour ceux qui étaient au SEO Summit, un salon qui a eu lieu au Parc des Princes à Paris il y a un peu moins de 2 mois. Et on a co-animé du coup cette conférence avec Cdiscount, qui est un client de Meteoria. Et donc Cdiscount qui vend plein de produits en ligne. Ce qui va être intéressant, c'est que eux, leur focus sur le GEO, ça va être d'apparaître justement dans ces carousels produits ChatGPT. Donc on va expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un carousel produit, comment apparaître dedans et un peu les retours d'expérience que Cdiscount a pu avoir à ce niveau-là. Juste avant qu'on commence, donc pour dire 2-3 mots sur Meteoria. Donc Meteoria, c'est un outil d'analyse GEO. Donc on va permettre en fait aux marques de voir si elles sont présentes dans les réponses des LLM. Et si c'est pas le cas, on va donner une multitude d'actionnables pour optimiser du coup sa visibilité. On travaille soit avec des marques en direct, soit avec des agences. On a un peu moins de 200 clients actuellement, majoritairement en France, et on monitore en à peu près 3 millions de prompts tous les mois. On a plusieurs cas d'usage. On a un cas d'usage qu'on appelle un cas d'usage d'acquisition, donc qui est assez global. On va travailler par exemple avec des entreprises, je pense à Lucas qui est un SaaS de RH. L'objectif de Lucas, c'est que quand quelqu'un va taper ChatGPT, je cherche un outil pour gérer le RH dans mon entreprise. Est-ce que Lucas apparaît dans la réponse ou pas? Donc ça va être ce cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, et c'est l'objet du webinar, c'est lié au e-commerce. Quand on travaille avec des e-commerçants, l'objectif pour ces acteurs-là, ça va être d'apparaître dans les carousels produits de ChatGPT. Donc on va expliquer exactement ce que c'est et comment faire pendant le webinar. Le troisième cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est local. Si vous avez des points de vente, vous avez dû vous rendre compte que quand vous demandez par exemple à ChatGPT, je cherche un magasin de sport à Paris, à Lyon, à Marseille, ChatGPT va répondre avec des maps et avec des entités. Donc, pareil, ça fera l'objet d'un autre webinar. Mais l'idée, en fait, c'est que pour apparaître dans ces maps-là, il va falloir optimiser sa visibilité dans Google Maps. Et donc, ça va être une histoire de référencement
des pages Google My Business dans Google. Donc, c'est un cas d'usage aussi à part entière. Et le dernier cas d'usage, c'est lié à l'irréputation de l'entreprise. On a pas mal de clients qui nous utilisent parce que ils se demandent, bah voilà, quand quelqu'un par exemple demande à ChatGPT quels sont les avis des produits sur Decathlon, est-ce que la réponse est plutôt positive, négative? Et dans le cas où elle est négative, ce qui est intéressant, c'est de comprendre où est-ce que le LLM a identifié ces informations négatives pour pouvoir influencer les verbatims et in fine influencer la réponse de l'IA. Donc ça, c'est à peu près les 4 cas d'usage qu'on couvre aujourd'hui. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui du e-commerce. Donc, je vais faire une intro rapide parce que je pense que vous êtes tous au courant un peu des enjeux en fait qu'ont amené les LLM sur tout ce qui va être acquisition de clients. Donc, pourquoi c'est intéressant pour les retailers d'apparaître dans les réponses des LLM et surtout dans les carousels produits ChatGPT? Parce que de plus en plus de gens utilisent donc ChatGPT, Perplexity, Gemini pour identifier, rechercher des informations en ligne, potentiellement pour identifier des produits qu'ils vont vouloir acheter. Et il y a de plus en plus de liens qui sont faits en fait entre le LLM et le site web. Une des grosses problématiques en fait du GEO pour le moment, c'est que quand vous allez poser des questions à ChatGPT, quand il va lister des entreprises, souvent en fait, il ne va pas y avoir de lien directement vers le site web. Donc, en termes d'attribution, c'est compliqué. Ce qui va se passer, c'est que les gens, par exemple, si vous demandez à ChatGPT quels sont les 8 meilleurs outils pour faire du Generative Engine Optimization, donc ce qu'on fait chez Meteoria, il va peut-être mentionner Meteoria, mais il ne va pas mettre un lien vers notre site web. Et donc, en termes d'attribution, c'est compliqué. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'avec les carousels produits ChatGPT, l'attribution, en fait, le tunnel de vente va être complet. Donc, quand on va demander à ChatGPT, par exemple, j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, il va proposer des produits et quand on va cliquer sur ces produits, on va avoir des options d'achat. Et si mon site web apparaît dans ces options d'achat, l'internaute va pouvoir cliquer dessus et directement arriver sur ma page. Et donc là, je vais pouvoir attribuer le trafic et les ventes. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, on va parler de qu'est-ce qu'est un carrousel produit. Donc, les carousels produits, d'ailleurs, pour que ça soit un peu plus interactif, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant que je présente. Samuel pourra les lire et il pourra me les poser au cours de la présentation. Et comme ça, moi, je pourrais passer aussi un peu de temps pour y répondre. Si jamais tout ce que je dis n'est pas clair, et je pense que ça le sera sûrement, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, un carrousel produit, c'est ce qu'on peut voir à l'écran ici. Donc, quand on va poser en fait une question qui est liée à de l'achat de produits, ChatGPT va afficher dans sa réponse ces blocs de produits qu'on peut voir. Donc, un bloc de produits, ça va être une image avec un titre et avec en dessous, du coup, des revendeurs. Quand on va cliquer sur l'image en question, ça va ouvrir un petit panneau latéral à droite. Et sur ce panneau-là, on va pouvoir voir souvent 3 revendeurs du produit en question. Et quand on clique sur le bouton consulter, donc le call to action à droite, ça ramène directement vers la page de vente du revendeur. Donc, comment ces carousels produits apparaissent? Alors, déjà, tout va partir d'un prompt. Donc, le point d'entrée, c'est un prompt que l'utilisateur va taper dans ChatGPT. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les prompts ne vont pas forcément déclencher des carousels produits. C'est uniquement ceux qui sont liés à de l'intention d'achat de produits qui sont accessibles en ligne, qui vont les déclencher. Et en fait, ce qu'on s'est amusé à faire sur Meteoria, c'est qu'on a pris tous les prompts que nos clients monitorent, donc plusieurs millions de prompts, et on est allé voir s'il y avait des patterns communs entre les prompts qui déclenchaient des carousels produits et ceux qui n'en déclenchaient pas. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que si le prompt contient au moins un signal commercial explicite, et un signal commercial, ça peut être par exemple qui va contenir le mot-clé acheter, il va contenir le mot-clé meilleur, il va contenir le mot-clé prix ou le mot-clé pas cher. Ça déclenche, enfin en tout cas, il y a de grandes chances que ça déclenche un carrousel produit. Pareil, si ça va contenir des contraintes de budget, si par exemple on va demander à ChatGPT, je cherche à acheter ce produit et voilà mon budget. Donc 16% des prompts qui déclenchent des carousels produits, par exemple, contenaient une contrainte de budget. 23% contenaient une marque aussi. Si par exemple je demande quelles sont les meilleures raquettes de tennis de la marque Babola, ça va aussi du coup déclencher des carousels produits. Donc c'est
un peu similaire à ce qu'on aurait sur Google avec la partie shopping, il va falloir en fait que mon prompt contienne ces mots-clés-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, alors ça c'est plutôt récent, c'est qu'il y a à peu près 2 semaines, ChatGPT a fait une mise à jour. Ils ont changé de modèle. Quand je dis ils ont changé de modèle, c'est qu'en fait, quand vous utilisez ChatGPT sans avoir un compte payant, donc c'est ce que la plupart des internautes utilisent, on ne peut pas choisir un modèle. On ne peut pas choisir le modèle 5.3, le modèle 5.4. On est dépendant du modèle de base. Et en fait, ce modèle de base a changé il y a à peu près 2 semaines. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que un prompt qui avant déclenchait tout le temps un carrousel produit, et ben cette fois-ci ne va pas forcément tout le temps déclencher un carrousel produit. Ce qui se passe, c'est que ChatGPT, en fait, quand on ne paye pas, ils vont alterner entre 2 modèles. Ils alternent entre le modèle 5.3 et le modèle 5.3 mini. Si par exemple vous utilisez beaucoup de ChatGPT dans la journée, il va vous passer sur un modèle qui coûte moins cher. Si toute la base d'utilisateurs de ChatGPT commence à utiliser beaucoup trop et que du coup, en termes de capacité sur leur serveur, ils voient qu'il n'y a plus la bande passante, et bah, du coup, ils basculent les utilisateurs gratuits sur un modèle qui coûte moins cher. Et en fait, ce modèle qui coûte moins cher, il a l'inconvénient de ne pas déclencher de carrousel produit. Donc du coup, si par exemple, je demande à ChatGPT, j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, en fait, en fonction du moment dans la journée où je vais poser ce prompt-là, j'aurai pas forcément ce carrousel produit qui va apparaître. Donc ça, c'est aussi une autre incertitude à prendre en compte quand on optimise son GO. Driss, il y a une question, est-ce que uniquement ChatGPT propose des carousels produits? Oui, alors c'est celui qui a le plus travaillé pour le moment ce module-là. Il y a d'autres acteurs qui commencent à le faire, mais c'est beaucoup moins avancé. Et pour le moment, en tout cas, l'étude là est concentrée sur celui de ChatGPT. Mais je pense qu'à terme, effectivement, la plupart enfin tous les LLM proposeront ça parce que ça va être un point d'entrée important. Je pense que aujourd'hui, utiliser un LLM pour du search, donc de la recherche d'informations, c'est très pertinent. Mais par contre, quand on l'utilise pour acheter un produit, pour benchmarker, je pas encore au niveau de Google, il n'y a pas encore assez de produits, c'est pas encore assez développé et je pense qu'ils vont de plus en plus développer ça parce que pour eux, c'est surtout là qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en faisant de la publicité sur tout ce qui va être intention commerciale. Donc, une fois que l'internaute en fait va poser un prompt qui va déclencher le carrousel produit, ce qui va se passer, donc là, on a un exemple avec le prompt. Je cherche un petit frigo tabletop pas cher pour un studio. Donc voilà, ce prompt a déclenché un carrousel produit. Et en fait, comment ChatGPT fait pour le construire? Donc la première étape, en fait, ça va être l'étape de query fanout. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais en fait, quand vous allez poser une question à un LLM et en particulier à ChatGPT, quand c'est des questions qui vont concerner de l'achat de produits, en fait, ChatGPT n'a pas indexé tout le web, donc il n'a pas en fait en temps réel accès à des informations de qualité. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rechercher ces informations sur le meilleur index du monde, qui est aujourd'hui celui de Google. Et en fait, l'étape de query fanout, c'est une étape qui va lui permettre de décomposer le prompt que l'internaute lui a rentré en une série, alors peut y en avoir une ou peut y en avoir plusieurs, je viendrai dans le détail après, de query fanout. Ça va être des mots-clés en fait qui vont être tapés ensuite par le LLM dans Google et le LLM va scraper en fait la SERP Google, donc les résultats de recherche Google, pour identifier en fait des contenus sur Google qui vont pouvoir répondre à la question de l'internaute. Et en fait, cette étape de query fanout, elle est très importante parce que si on est capable de comprendre comment le LLM fonctionne, on est capable de comprendre sur quel type de contenu, de page, il va récupérer les informations. Et donc, pour une marque, ça permet de positionner ces contenus pour qu'ils soient récupérés en tant que source par les LLM et donc pour augmenter les chances que ma marque soit mentionnée dans la réponse. Et donc, comment ça fonctionne, ça, exactement ? Donc, les query fanout, on en a mis quelques-unes. Donc, c'est des mots-clés qui vont ressembler à ça. Ils peuvent être plus ou moins longs. Par exemple, là, le mot-clé qui était le plus souvent tapé par ChatGPT sur mon prompt « Je cherche un petit frigo tabletop pas cher pour un studio », c'était « Petit frigo tabletop pas cher pour studio ». Ensuite, j'avais « Petit frigo tabletop pas cher pour un studio »,« Petit frigo
tabletop pas cher, frigo compact, petit prix. La query fan-out va énormément varier. Sur ChatGPT, en fait, à chaque fois que vous allez lui poser une question, souvent, on va avoir une query fan-out qui va être différente, même si je lui pose plusieurs fois la même question. Parce qu'elles sont souvent longues et il suffit qu'il change un petit mot pour que ça en soit une nouvelle, mais elles tournent toujours autour de l'intention de recherche du prompt. Et donc, ces query fan-out, pareil, on s'est amusé à faire une grande analyse en fait dans Metoria. On est allé récupérer toutes les query fan-out qui étaient associées à des prompts qui génèrent des carousels produits sur ChatGPT pour voir comment elles étaient composées. Cette présentation que je vous montre, on l'a fait il y a à peu près 1 mois et demi. Entre-temps, ça a changé parce que ça change pas mal. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant et ce que ça va pouvoir impacter. Mais pendant longtemps, quand vous posiez en fait une question, donc un prompt à ChatGPT, il décomposait le prompt en 2 query fan-out. Une query fan-out qui était dans la langue du prompt, donc en l'occurrence, dans mon cas, ici en français, et une autre qui était en anglais. À chaque fois, il faisait ça. Si mon prompt était en espagnol, j'allais avoir une query fan-out en espagnol et une query fan-out en anglais. Et donc, ça, c'est important parce que ça veut dire que la moitié des sources de données utilisées par le LLM étaient en anglais. Donc, potentiellement, il va falloir créer du contenu anglophone, même si je ne vends mes produits qu'en France, pour augmenter mes chances que mes pages soient récupérées en tant que source de données par les LLM. Donc ça, c'était vrai jusqu'à il y a à peu près 2 semaines. Et il y a 2 semaines, il y a eu un gros changement. En fait, ChatGPT a changé de modèle. Ils sont passés à GPT 5.3. Et en parallèle, ils ont fait une modification algorithmique où maintenant, le prompt ne va déclencher plus qu'une seule query fan-out. Et dans la majorité des cas, elle va être dans la langue du prompt. Ça peut arriver encore. On l'a vu que même si mon prompt est en français, je peux avoir une query fan-out en anglais. Et dans ces cas-là, ça veut dire que toutes les sources de données que le LLM va récupérer en scrapant Google vont être en anglais. Donc là, ça va pas favoriser du coup le contenu francophone. Mais dans la majorité des cas, la query fan-out sera dans la langue du prompt. Donc une query fan-out par prompt qui est dans la langue du prompt. En moyenne, elle était plutôt longue. C'est ce qu'on pouvait voir ici. C'était que la moyenne, c'était environ 10 mots par query fan-out. Alors pareil, ça a changé. Et maintenant, ça va dépendre des modèles. Quand le ChatGPT utilise le modèle GPT 5.3 mini, la query fan-out est plutôt longue. Par contre, maintenant, quand il utilise le modèle 5.3, elle est plutôt courte. Et on pense qu'en fait, ils ont fait ces changements parce que ça leur coûte cher de scraper Google pour récupérer des informations. Du coup, si on scrape Google 2 fois parce qu'on a 2 query fan-out, bah, ça coûte plus cher 2 fois plus cher que de le scraper une seule fois. Donc, ça, c'est le principe des query fan-out. Et donc, on peut rajouter aussi comme information que les query fan-out qui sont associés à des prompts qui déclenchent des carousels produits ChatGPT, souvent, elles vont avoir une intention d'achat aussi dans le mot-clé. Donc, par exemple, la query fan-out va contenir le mot-clé acheter, le mot-clé meilleur. On a vu que ça contient aussi beaucoup pas cher, prix ou acheter à vie. Et donc, ça, c'est intéressant d'analyser ça parce que ça permet de comprendre quel type de contenu, en fait, ensuite, le LLM va vouloir récupérer pour répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur dans ChatGPT. Il y a 2-3 questions. Une fois que... oui, vas-y. Ouais. Il y a 2-3 questions. On demande si on peut influencer les requêtes de la query fan-out. Non, alors ça en fait c'est un algorithme ça s'influence pas. Le cheminement en fait, si on veut analyser sa visibilité sur des prompts qui sont liés à du e-commerce, c'est d'identifier en fait ce que les gens taperaient le plus dans le LLM par rapport aux produits qu'on vend sur son site web. Et donc, il y a plein de manières de faire. L'idée, c'est surtout de se baser, vu que c'est pas des données qui sont partagées en fait par les LLM. On n'est pas capable. ChatGPT va pas nous dire, par exemple, le prompt, quelle est la meilleure raquette de tennis. Il est tapé 10 000 fois par mois en France dans ChatGPT. C'est pas encore partagé. Par contre, Google partage énormément d'informations sur la volumétrie de recherche des mots-clés. Donc, un bon point d'entrée, en fait, c'est de partir des mots-clés SEO les plus stratégiques pour son site et de transformer ça en questions que les internautes pourraient poser par rapport à ces mots-clés.
Et en fait, on va monitorer ces questions-là et les query fan-out vont dépendre des questions qui sont monitorées. On ne peut pas venir les influencer. On peut juste constater que ChatGPT a transformé cette question en ces mots-clés-là. Est-ce que les carousels peuvent concerner les services en plus des produits? Par exemple, une carte bancaire, un crédit? À terme, ça pourra potentiellement, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. On n'a jamais vu de cas où c'était enfin que c'était pas un produit physique qui était achetable. Donc là, il faudrait tester en fait sur une série de prompts qui est liée à la thématique pour vérifier, mais j'ai jamais vu ce cas-là. Et après, tu vas y répondre, mais faut-il créer un flux de produits dédié à ChatGPT pour que les produits apparaissent dans le carrousel? Non, non, ça va être lié au flux Google Shopping, mais on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Donc voilà, donc du prompt, on va passer au query fan-out. Les query fan-out ensuite vont être tapés par ChatGPT dans Google pour récupérer des sources de données. Les sources de données, c'est ce que vous pouvez voir à droite ici sur l'image. Quand vous posez une question à ChatGPT, tout en bas, en fait, il y a écrit source. Quand vous cliquez sur le bandeau source, vous voyez en fait apparaître les sources qu'il a utilisées pour générer la réponse. Donc ces sources-là, elles sont forcément dépendantes en fait des recherches que ChatGPT a fait sur les query fan-out sur Google. C'est pas parce que ma page est référencée numéro 1 sur la query fan-out qu'elle sera forcément récupérée. Elle aura plus de chances de l'être, mais l'algo, il est un peu plus complexe que ça. En fait, l'idée, c'est que, imaginons par exemple que je demande à ChatGPT, je reprends mon exemple avec la raquette de tennis, j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, propose-moi des modèles. Ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va transformer ce prompt-là en une query fan-out, par exemple, qui pourrait être meilleure raquette de tennis. Il va taper ça dans Google, il va récupérer le top 20, le top 30, potentiellement même plus. Et en fait, il va avoir énormément de matière. Imaginons qu'il récupère le top 50, il pourrait visiter les 50 URL pour se faire une idée un peu des raquettes de tennis qui sont disponibles et pouvoir répondre à la question. Sauf qu'en fait, là arrive un sujet d'optimisation des coûts. Ça va lui coûter cher de visiter chacune des sources et d'aller donc scraper la source, venir la mettre en input dans le modèle d'IA pour utiliser les informations pour générer la réponse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il a un algorithme qui lui permet de sélectionner les sources qui vont être les plus intéressantes. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le cas du e-commerce, par exemple, les pages qui vont présenter plusieurs produits, donc soit des pages comparateurs, soit des pages catégories, souvent elles vont être favorisées parce qu'en fait, en allant visiter une seule page, un seul contenu, et bah, si je visite un comparateur, du coup, j'ai plein d'idées de raquettes de tennis à mettre dans la réponse pour l'internaute. Alors que si je visitais que des pages produits, il faudrait potentiellement que je visite 10 pages produits pour me faire une idée en fait de ce qui est des modèles de raquettes qui vont être intéressantes. Et donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va avoir accès donc à la SERP Google. Donc, imaginons qu'il a accès au top 50. Il va pouvoir voir l'URL de chaque site, de chaque page plutôt. Il va pouvoir voir le title, la méta-title que Google lui renvoie et la méta-description. Et à partir de ces informations-là, il va devoir décréter si il doit visiter la source ou pas la visiter. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que souvent, quand on fait des comparateurs, donc que ma meta-title, elle contient le mot-clé meilleur, et bah, il va visiter la page parce qu'il sait que ça va être un contenu qui va l'intéresser. Donc, il y a une optimisation aussi à faire à ce niveau-là. Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est d'aller identifier, en fait, quand les prompts déclenchent des carousels produits ChatGPT, on allait récupérer toutes les sources qui étaient utilisées et on a voulu voir s'il y avait des domaines qui revenaient le plus souvent. Donc ça peut vous intéresser si vous êtes dans le e-commerce. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que Idealo, donc Idealo, il me semble que c'est un comparateur de produits, c'est la source qui est la plus utilisée par ChatGPT sur les prompts monitorés par nos clients en e-commerce en français. Ensuite, on a Leroy Merlin, on a Cdiscount qui arrive en 4e. Voilà, ensuite, il y a pas mal directement de marques ou de revendeurs qui sont directement utilisés en tant que source. On a aussi des médias, on peut voir que BFM TV, ils sont aussi la 18e source la plus utilisée. Donc, en termes de typologie des pages, on a aussi un algorithme qui nous permet de catégoriser justement chaque page, voir si ces pages, ça va être des articles de blog, des comparateurs, des pages catégories. Et donc, lié à ce que je vous disais tout à l'heure,
en termes de contenus qui sont les plus utilisés en tant que source de données, on va avoir les comparateurs qui reviennent souvent. On va avoir les pages catégories, les articles de blog. Et les articles de blog, donc souvent, ça va être des articles de blog aussi un peu comparateurs qui vont en fait faire des tests de produits et dans lesquels les LLM vont aller récupérer des informations. Et on a aussi les pages produits qui représentent quand même la majorité parce que des contenus qui sont récupérés parce que c'est aussi la majorité des pages qui sont présentes sur Google, sur les query fan-out qui vont être scrappées. Donc voilà, ça c'est pour la typologie des pages. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc ChatGPT, si on reprend du début, on lui pose une question. Par exemple, j'ai envie d'acheter une raquette de tennis. Il décompose cette question en un mot-clé qui va être meilleure raquette de tennis. Il tape ça dans Google. Il va récupérer une vingtaine de pages, de sources qu'il va analyser. Et dans ces sources-là, il va identifier des produits. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, là, c'est un exemple, par exemple. Donc, avec le prompt, je cherche un petit frigo tabletop pas cher pour un studio. Donc, suite à la query fan-out, il y a une source de Conforama qui a été récupérée. En l'occurrence, la source ici, on l'a ouverte. Donc, c'est ce qu'on peut voir à droite. C'est une page catégorie. C'est une page catégorie qui présente plusieurs frigos. Et dans cette page catégorie, on peut voir qu'il y a un modèle de frigo qui est le phare RTG, avec toute une série de numéros qui a été récupéré dans cette page-là. Et ensuite, on peut voir que du coup, ce frigo-là, ce modèle-là apparaît dans la réponse. Et en fait, donc il apparaît dans la réponse, on l'a encadré en rouge ici. Donc il y a un produit qui apparaît dans le carrousel produit. Quand on va cliquer sur le produit, on va voir ensuite qu'il y a des revendeurs qui vont apparaître. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce produit a été donc récupéré sur la page de Conforama. Mais ensuite, quand on va cliquer du coup sur le produit pour voir les revendeurs, on va se rendre compte qu'il n'y a pas uniquement Conforama qui est présenté en tant que revendeur. On a Conforama, mais on a aussi But. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ChatGPT, en plus d'avoir lancé une recherche sur Google pour venir scraper la SERP sur la query fan-out, il va lancer une seconde recherche, cette fois-ci avec ce qu'on peut voir ici dans le petit encadré là en noir, ce qu'il appelle la product query. Donc la product query, alors ici elle est appelée request query, phare RTG avec le numéro en fait du produit. Ce produit-là, enfin ce mot-clé-là, il va le taper directement dans Google Shopping, donc dans Google et dans la partie produit. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir de cette recherche produit sur ce mot-clé-là, il va identifier via la SERP du coup Google Produit des revendeurs. Donc, il va ouvrir en fait le petit encadré bleu que vous pouvez voir ici sur Google Shopping. Et quand il va ouvrir ça, il va identifier c'est ce qu'on peut voir ici, il va identifier But qu'on peut voir et Conforama. Et c'est avec ces informations qui proviennent de Google Shopping que ChatGPT va construire en fait le carrousel produit avec les options d'achat. Donc le produit, il l'identifie dans les sources, mais ensuite les vendeurs, il va les identifier directement dans Google Shopping. Et donc ça veut dire que si par exemple vous vendez des produits, mais vous n'avez pas un flux Google Shopping, donc vous n'avez pas donné tout ça au Merchant Center, et vos produits, ils vont potentiellement apparaître dans les carousels produits. Par contre, ça sera des revendeurs qui seront dans les options d'achat. On a déjà vu le cas avec plusieurs clients où en fait, quand on va identifier leurs produits dans les carousels produits et qu'on va cliquer dessus, il n'y aura que Amazon qui sera présent dans les options d'achat ou en tout cas les revendeurs de leurs produits qui, eux, ont optimisé le flux Google Shopping. Donc, voilà. Donc, si on veut apparaître en fait dans ces carousels, donc il faut que nos produits soient présents dans les sources de données qui vont être utilisées par le LLM. Mais en plus de ça, il va falloir avoir un flux Google Shopping qui va pouvoir être récupéré du coup par ChatGPT quand il va aller rechercher ces produits-là dans la SERP Google Produits. Donc, une fois qu'on a expliqué tout ça, quels sont les KPI qui vont être intéressants en fait si vous voulez analyser le GEO pour votre marque de e-commerce. Donc nous, ce qu'on vous conseille d'analyser, c'est le premier KPI, c'est le taux de visibilité de la marque dans la réponse. Donc est-ce que votre marque va apparaître directement dans la réponse?
Quand on parle de réponse, c'est une réponse sans aucun clic. C'est si je demande à ChatGPT, je cherche à acheter une raquette de tennis, et bah, dans ma réponse, potentiellement, il va écrire noir sur blanc, bah voilà, Babola, c'est pas mal, et je te propose des produits Babola. Et ensuite, quand on clique sur le produit, on va pouvoir voir les revendeurs. Mais ce qui va compter, c'est d'apparaître en fait en 0 clic, donc directement dans la réponse. Ensuite, le deuxième KPI, ça va être la visibilité dans les options d'achat. Donc, si vous apparaissez dans la réponse, mais que vous apparaissez pas dans les options d'achat, et bah en fait, ce qui va se passer, c'est que l'internaute, pour procéder à l'achat, bah, il ira pas sur votre site web, mais il ira du coup chez un de vos revendeurs. Donc, c'est important d'apparaître dedans. Le troisième KPI, ça va être la position du produit dans le carrousel. Alors, on parle de carrousel produit parce que, alors, pareil, ça a changé il y a à peu près 2 semaines, mais jusqu'à très récemment, quand ChatGPT déclenchait du coup l'apparition de produits dans les prompts, ça se présentait sous forme d'un carrousel horizontal où on pouvait venir slider. Souvent, il y avait 6 ou 7 produits. Maintenant, c'est plus ce qu'on appelle des inline products. Ils ont abandonné ce carrousel, enfin en tout cas pour la majorité des prompts, et maintenant les produits les affichent plus en vertical, un produit par ligne, et ça leur permet, je pense, de contextualiser plus le produit. Maintenant, il va y avoir une description, il va y avoir écrit, bah voilà, si tu cherches une raquette par exemple de tennis pour des débutants, voilà le produit que je te conseille. Si tu cherches une raquette pour les experts, voilà le produit que je te conseille. Donc, il n'y a plus besoin de slider, tout apparaît en vertical. Par contre, il y a quand même une notion forcément de positionnement. Si je suis dans le premier produit, je serai plus visible que si je suis dans le 8e produit. Et il va aussi y avoir un KPI qui va être lié à la position dans les options d'achat. Quand on va cliquer sur le produit, souvent, il va y avoir 3 options d'achat. Donc, est-ce que je suis la première option d'achat? Est-ce que je suis la deuxième, la troisième? Parfois, il y en a plus de 3. Et dans ces cas-là, il y a un bouton voir plus. Et si c'est le cas, et ben là, dans ces cas-là, le taux de clic forcément va fortement diminuer parce que pour que l'internaute puisse me voir, il va devoir cliquer sur un autre bouton qui est voir plus pour dérouler les autres options d'achat. Donc ça, c'est pour la partie, nous, comment on fait sur Metoria pour analyser tout ça et comment faire pour apparaître dans les carousels produits de ChatGPT. Je vais basculer sur la partie, alors c'est Discount et vous l'avez vu, mais n'est pas là aujourd'hui avec nous pour présenter exactement leur cas d'usage. Je vais essayer de m'approprier un peu leur présentation et vous expliquer quelles sont leurs problématiques et comment ils utilisent Metoria pour résoudre ces problématiques-là. Donc, leur principale problématique, en fait, c'est que tout ce qui va être trafic qui provient du Geo, c'est très opaque pour le moment. Ils ont beaucoup de mal, en fait, à identifier à quel point un internaute va venir de ChatGPT parce que les tunnels de vente sont pas vraiment complets. Ils ont du mal à savoir à très grande échelle. En fait, il n'y a pas de Search Console de l'IA, donc ils ont du mal à savoir ce que les gens vont taper dans ChatGPT pour arriver du coup sur leur produit. Et donc ça c'est la problématique qu'ils ont. Et donc on est en train de construire avec eux une méthodologie qui nous permettra à terme d'essayer d'être le plus fiable possible dans l'analyse des résultats. Et il y a plein de problématiques dont on va parler en fait qu'il faut avoir en tête quand on monitore son GEO parce que il y a plein de données qui vont être reconstituées à partir de prompts qu'on va par exemple imaginer. Et donc tout ça va amener pas mal d'incertitudes dans la mesure. Donc, alors ça, c'est leurs 3 niveaux de visibilité de GEO. Donc, c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va les intéresser, eux, c'est d'apparaître dans la réponse, d'apparaître dans les sources ou d'apparaître dans le carrousel produit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont en fait identifié 350 catégories produits sur lesquelles ils ont voulu analyser leur visibilité dans les LLM. Et pour chaque catégorie produit, ils monitorent 10 prompts. Donc, de leur côté, ils ont déjà fait un travail où ils ont identifié en fait les 10 questions qui sont les plus stratégiques par rapport à chacune des catégories produits qu'ils ont, en fonction des données qu'ils ont de Google, de la Search Console, tous les mots-clés que les gens tapent le plus pour arriver, par exemple, sur ces pages catégories. Donc, ils ont identifié 10 prompts par catégorie. Donc, ça leur fait 3500 prompts qui sont monitorés quotidiennement sur Metoria sur 3 LLM suivis. Les LLM, parmi les LLM, donc il y a forcément ChatGPT, et ensuite ça va être les LLM qui sont les plus utilisés par le grand public. Donc on va retrouver Gemini, on va retrouver aussi Perplexity.
Donc, on fait tourner ça de manière quotidienne. Donc, tous les mois, en fait, on récolte énormément de données parce que chaque prompt, donc 3500 prompts, va être interrogé tous les jours, donc fois 30 jours dans le mois, fois 3 LLM. Donc, ça va nous faire énormément de données à venir analyser. Et à partir de ces données-là, on essaye de tirer du coup des insights, voir où est-ce qu'ils sont visibles, voir où est-ce qu'ils sont moins visibles. Et dans le cas où on est moins visible, améliorer la visibilité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthodologie, aussi travaillée soit-elle, elle a quand même pas mal d'imperfections. Les imperfections qui sont les plus prédominantes, ça va être lié en fait à toutes les hypothèses qui ont été faites. Déjà, il faut se demander, en fait, est-ce que les 3500 prompts qu'on suit, est-ce que c'est vraiment les questions que les gens vont taper dans ChatGPT au quotidien? Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui en termes de monitoring GEO, c'est que tant que ChatGPT ne partagera pas d'informations sur ce qui est vraiment tapé, on est obligé de faire des hypothèses. Et nous, les hypothèses, on les fait beaucoup avec les mots-clés SEO, parce qu'on part du principe qu'en fait, si le mot-clé SEO, par exemple, meilleure raquette de tennis, Google nous dit qu'il est recherché 10 000 fois par mois en France, et ben ça veut dire qu'il y a au moins 10 000 personnes qui ont cette intention d'achat. Et donc, parmi ces 10 000 personnes, il y a une partie de ces gens-là qui vont forcément taper ça dans les LLM, mais dans les LLM, ils vont pas taper meilleure raquette de tennis. Ils vont contextualiser un peu plus la question. Donc, à ce moment-là, vient la notion de persona. Mais si j'ajoute un persona dans mon prompt, ça me fait monitorer un prompt en plus. Donc, potentiellement, si j'ai 10 personas différents, je dois monitorer en fait 10 fois le même prompt avec chacun de mes personas. Mais est-ce que la réponse dépend du persona? Donc, pareil, ça, c'est des tests qu'ils sont en train de faire où en fait, ils vont monitorer sans prompt, sans aucun persona, sans prompt avec un persona A, sans prompt avec un persona B, et on va regarder si les prompts sont persona dépendants. Est-ce que la réponse va varier en fonction du persona? Si elle varie pas, ça sert pas à grand chose de monitorer un persona sur ces prompts-là. On monitore le prompt sans persona. Si ça varie, par contre, il faut se poser la question. Et dans ces cas-là, il faut se demander, est-ce que les gens, en fait, vont vraiment taper leur persona dans le prompt? Donc, il y a pas mal d'incertitudes aussi à ce niveau-là. Il faut bien réfléchir au plan de mapping de prompt qu'on va faire avant de monitorer tout ça. Parce que toutes les données qu'on va récolter par la suite, elles dépendront des prompts qu'on va suivre. Donc, il y a ce questionnement sur les prompts. Il y a le questionnement aussi sur les LLM. Quels sont les LLM qu'on a envie de suivre? Il y a aussi un questionnement sur l'exhaustivité. En fait, est-ce que par exemple 10 prompts par catégorie, c'est suffisant? Est-ce que ça se trouve, il y a plus de 10 questions en fait qui sont tapées par les gens par catégorie produit? Donc peut-être qu'il faudrait que j'en monitore plus. Est-ce que j'ai aussi de la cannibalisation? On appelle ce qu'on veut dire par cannibalisation, c'est que si en fait on monitore des questions qui sont trop proches dans ChatGPT par exemple, et en fait on va avoir les mêmes réponses à peu de choses près, modulo l'impersistance des LLM. Et en fait, on dépense des crédits pour monitorer pour rien. C'est un peu comme en SEO, en fait. Si, par exemple, on demande à ChatGPT quelle est la meilleure raquette de tennis, et ensuite, on lui demande juste meilleure raquette de tennis, sa logique pour générer la réponse sera la même. Ça sera à peu près les mêmes query fan-out, les mêmes sources de données utilisées, et donc, in fine, la même réponse. Donc, il n'y a pas besoin de monitorer 2 fois ce prompt-là, parce que c'est la même intention de recherche. Donc pareil, il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là pour avoir vraiment une liste de prompts qui va être exhaustive, mais qui est bien, du coup, dans la mesure du possible, corrélée à ce que les gens vont taper dans les LLM et sans qu'il y ait trop de cannibalisation entre les différents prompts. Brice, je fais une petite pause de secondes. Il y a 3 questions dans le chat. Une question de Imen qui demande s'il y a des optiques quick win à faire dans les flux sans que ça pénalise pour Google. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que en fait, l'optique quick win, en fait, ça serait d'analyser. Donc, on monitore par exemple 100 prompts qui sont liés aux produits vendus par le e-commerçant. Si on voit que sur 75 de ces 100 prompts, la visibilité dans les carousels produits, elle est de 0%, ça veut dire que le flux produit est pas du tout référencé sur donc sur les product queries que le LLM a tapé. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est récupérer pour chacun des prompts. Donc par exemple, si sur mon prompt, par exemple, quelle est la meilleure raquette de tennis, c'était le produit Babola, qui est une raquette de tennis, qui était le plus souvent
du coup affiché en tant que produit par ChatGPT sur ce prompt-là, et ben dans ces cas-là, il faut faire en sorte que j'ai un produit qui remonte dans Google Shopping sur cette request query. Donc l'idée, c'est de récupérer en fait toutes les requests, les produits query qui sont les plus tapés par ChatGPT sur les prompts que je monitore et dans lesquels je n'apparais pas, et faire en sorte d'optimiser mon flux dessus. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit en fait, j'ai aucun produit qui correspond et en fait, j'aurais rien à optimiser. Soit en fait, j'ai des produits qui correspondent. C'est simplement que ChatGPT, il l'a peut-être pas en fait recherché dans Google Shopping comme un internaute le ferait. Et donc peut-être que le nom du produit en fait qu'il a tapé est un peu différent des noms des produits qui ont été optimisés par les e-commerçants. Donc, on peut, dans ces cas-là, récupérer en fait tous ces noms-là et voir si il y a une possibilité d'optimiser son flux avec ces noms-là. Yes. On demande aussi si, quand on passe par les API, est-ce qu'on récupère les carousels produits? Non, non, il me semble. Alors, c'est un autre sujet. Moi, je vous conseille surtout si vous analysez ça, de plus faire du scrapping d'interface utilisateur. Donc, soit il faut utiliser un outil de J, soit il faut le faire à la main. Et dans ces cas-là, on ouvre un chat GPT en navigation privée, par exemple, et on envoie son prompt 50 fois et on récupère toutes ces informations-là. Via les API, la réponse, elle va être complètement différente. Il y aura pas les mêmes sources de données qui vont être utilisées. Souvent, il y en aura moins. Quand on avait testé il y a quelques mois, il n'y avait pas les carousels produits. Je ne pense pas qu'ils les aient ajoutés. L'idée, en fait, c'est que sur l'interface utilisateur, il y a une surcouche algorithmique qui a été créée par OpenAI et ils ne veulent pas forcément mettre l'API, sûrement parce que sinon, ça permettrait à un concurrent de venir recréer un chat GPT directement en utilisant l'API. Donc, il y a une grande différence en fait entre API et interface utilisateur. Ok. Bon, c'est une question qui n'a rien à voir. On passe au coq à l'âne, après on reviendra du coup sur ça. Mais quand tu paramètres tes prompts, du coup, quand tu as un utilisateur qui a paramétré plusieurs prompts, comment tu fais pour que plusieurs prompts soient mis, enfin plusieurs demandes soient mises dans le même prompt? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, c'est pas possible de faire ça. Quand on va venir interroger les LLM, c'est un one shot. Donc en fait, on a une liste de prompts, on interroge les IA, mais il n'y a pas une notion d'historique dans le sens où on enverrait ce premier prompt, ensuite on en envoie un deuxième, ensuite on en envoie un troisième. Donc en fait, il faut raisonner par étapes dans le funnel de conversion. L'idée, c'est que imaginons, je reprends mon exemple avec les raquettes de tennis. Donc, peut-être, si un utilisateur ne demande pas directement quelle va être la meilleure raquette de tennis pour lui, peut-être que d'abord, il va expliquer un peu son histoire à ChatGPT. Donc, il va lui dire ce qu'il fait, le niveau qu'il a. Et ensuite, il va, au bout d'un moment, de fil en aiguille, lui poser la question qui nous intéresse, qui est liée du coup à l'intention d'achat. Donc, maintenant, propose-moi des modèles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va pouvoir utiliser l'historique de la conversation pour générer du coup les query fan out, récupérer les informations et à la fin synthétiser tout ça dans une réponse. Et en fait, si par exemple, je prends un exemple simple pour l'illustrer, si je dis à ChatGPT j'habite à Paris et ensuite je lui envoie un autre prompt et je lui dis je cherche un magasin de sport près de chez moi. Et sa logique pour générer la réponse, ça va être la même que si je lui dis je cherche un magasin de sport à Paris. Donc l'idée en fait, c'est plutôt d'essayer de transformer tout le tunnel de conversion en un prompt qui récapitule tout ça pour pouvoir monitorer ce prompt-là. Yes, c'est good. Et donc, je repasse sur le cas qu'on a avec ces discounts. Donc, ça, c'est un peu un retour d'expérience qu'ils ont partagé donc, quand on a fait le SEO Summit il y a un peu moins de 2 mois. Alors, c'est pas lié. Pour le moment, ils n'ont pas encore de metrics à partager sur vraiment l'optimisation des flux Google Shopping et l'impact que ça a du coup dans la visibilité du coup de leurs produits dans les carousels produits. Ils sont en train de travailler dessus, mais il n'y a pas encore de données qui soient vraiment synthétisées. Par contre, ils ont fait pas mal de tests un peu annexes. Alors là, c'est plus
de l'e-réputation, en fait, ils ont une problématique, c'est que ils veulent que quand les gens dans ChatGPT vont poser des questions par rapport à la logistique de Cdiscount, par exemple, est-ce que c'est bien de commander chez Cdiscount? Est-ce que je vais recevoir mon colis rapidement? Contrôler les narratifs, que les LLM répondent avec les informations que Cdiscount a envie de transmettre. Et donc, ils ont contenu de presse. Donc là, c'est un exemple avec Frandroid. Ils ont fait un article en fait de blog sur Frandroid qui explique un peu comment ça se passe la logistique chez Cdiscount, la livraison et la fiabilité opérationnelle. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monitoré en fait des prompts que des gens pourraient taper dans ChatGPT par rapport aux questions qu'on vient de dire. Et ils ont créé ce contenu avec Frandroid. Ils l'ont positionné sur les query fanout. Et ce qu'on peut voir, c'est que le contenu en fait est utilisé maintenant. Ça, c'était à l'époque, c'était il y a à peu près un mois et demi. Il faudrait regarder maintenant, mais il a été utilisé un peu moins de 20% du temps. Et en fait, comme le contenu est récupéré par les LLM, il influe aussi directement les réponses des IA sur ces questions-là. Donc, le but dans ces cas-là, en fait, c'est de faire en sorte de contrôler l'information. Et ça, c'est un cas d'usage qui est très intéressant et pour lequel on va faire un webinar. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse dans 3 semaines sur comment en fait on peut optimiser la notoriété de sa marque, l'e-réputation de sa marque dans les LLM. Donc, à chaque fois que quelqu'un va poser des questions, par exemple, quels sont les avis des produits sur Decathlon, quels sont, je sais pas moi, est-ce que c'est bien de commander chez Cdiscount? Il va falloir analyser les réponses, vérifier les verbatims des réponses, est-ce qu'elles sont plutôt positives ou plutôt négatives? Et quand c'est négatif, il va falloir influer pour pouvoir justement améliorer ces verbatims. Et pour influencer ça, il va falloir influencer sur les sources de données qui sont utilisées par les IA. Et souvent, ça va être des plateformes d'avis comme du Trustpilot, ça peut être du Custplace, ça peut être des articles de presse qui ont été faits. Donc pareil, là, il y a toute une stratégie à mettre en place pour faire en sorte que quand des gens posent des questions par rapport à votre marque dans les LLM, les réponses soient plutôt positives et moins négatives. Donc ça, c'est le sujet du prochain webinar et on montrera pas mal d'exemples sur comment ça fonctionne. Et donc, pour conclure la partie de Cdiscount, donc eux, leur point de vue sur le sujet, c'est que la mesure du GEO doit pas être elle doit être définie et pas subie. Donc, il faut vraiment en fait comprendre comment les LLM fonctionnent et mettre en place une stratégie d'optimisation, ne pas subir en fait ce qui se passe, parce que l'idée c'est que ChatGPT n'a pas réinventé la roue. Il se base beaucoup sur les données de Google pour faire apparaître les produits dans les carousels. Donc, si vous faites rien du tout, potentiellement vous aurez quand même certains résultats parce que vous avez déjà optimisé vos flux. Par contre, c'est intéressant de quand même vérifier que l'optimisation que vous avez faite pour Google, elle est bien utilisée par les LLM, et souvent ils ont tendance à avoir une autre manière d'utiliser Google qui n'est pas vraiment celle d'un internaute. Donc ça devient intéressant de comprendre comment ils font pour adapter aussi du coup cette optimisation pour ChatGPT. Voilà, une mesure utile doit être stable, explicite dans ses hypothèses et orientée business. Donc ça, c'est très lié en fait à l'impersistance des LLM. C'est un peu compliqué de monitorer manuellement en fait sa visibilité dans les IA, parce que ce qu'on peut voir, c'est que si on pose 3 fois de suite la même question à ChatGPT, on n'aura pas 3 fois de suite la même réponse. Et Cdiscount a fait beaucoup d'études en fait. Ils ont analysé sur les 3500 prompts qui monitorent combien de points de données en moyenne il fallait pour stabiliser et fiabiliser la réponse. Et dans le cas des carousels produits, c'est environ une trentaine de points. Au bout de 30 interrogations du LLM avec le même prompt, on commence à avoir une statistique qui converge et qui est exploitable. En dessous, en fait, potentiellement, je suis encore dans l'incertitude. Peut-être que la source qui a été utilisée, en fait, elle ne sera pas réutilisée les 29 autres fois. Donc, c'est important d'interroger régulièrement pour fiabiliser du coup ces informations-là. C'était une question de Nadia, du coup. Quelle est la bonne fréquence pour interroger les IA? Alors, idéalement, faut le faire. Si on pouvait le faire 100 fois par jour, on le ferait 100 fois par jour. Après, il y a une notion de rapport qualité-prix. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on conseille, c'est une fois par jour. Une fois par jour, ça permet d'avoir 30 points de données à la fin du mois. Et en fonction des prompts, il faut entre 15 et 30 points de données pour que ça converge.
Typiquement, ChatGPT, par exemple, on a fait le test. Si on envoie 100 fois de suite le même prompt à ChatGPT, on aura 130 sources en moyenne qui vont être utilisées pour générer la réponse à ce prompt-là. Alors que si je l'envoie qu'une seule fois, je vais avoir entre 15 et 20 sources utilisées. Donc, ce que je peux voir, en fait, c'est que pour que ça converge, il faut l'envoyer plusieurs fois et au maximum, je vais converger sur 130 sources qui peuvent potentiellement être utilisées. Après, il y aura des sources qui seront plus utilisées que d'autres. Donc, il faut apparaître dans les sources qui sont les plus utilisées. Si la source a utilisé 5% du temps, il y a moins d'intérêt. Mais en tout cas, il y a cette notion du coup d'interroger fréquemment. Et ça va dépendre des LLM. Perplexity, il est beaucoup plus persistant. Souvent, quand vous envoyez le même prompt à Perplexity, ça va être la même query fan-out. Et vu que c'est la même query fan-out, ça va être les mêmes, à peu de choses près, les mêmes sources de données qui sont utilisées. On avait fait le test aussi. Si on envoie 100 fois de suite le même prompt dans Perplexity, on converge sur 40 sources max qui peuvent être utilisées par le LLM. Donc 40 versus 130 pour ChatGPT. Donc cette question dépend aussi du coup du LLM. Mais on vous conseille une fois par jour. Ok, il y a plusieurs questions de François, Nadia notamment, sur la bonne méthodologie à avoir pour créer les bons prompts à suivre. Étant donné qu'on se base sur des données SEO, quelle est la marge d'erreur on va avoir entre ce qui se passe sur le SEO et ce qui va se passer du coup dans dans les LLM? Est-ce que tu peux revenir peut-être sur les bonnes méthodologies à avoir Ouais. pour se rapprocher le Je, plus je- proche je vais, possible? je vais y revenir juste avant ça, et je ne sais pas si on l'a passé, mais toute la présentation, alors la présentation et la présentation qu'on vient de montrer, on ne va pas vous la donner directement parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les questions que vous aviez et on va la compléter avec les réponses à vos questions. Comme ça, on va créer un livre blanc. Et là, si vous cliquez sur on va vous envoyer normalement un sondage là pour pouvoir récupérer du coup ce livre blanc. Si vous cliquez dessus, à la fin du webinaire et dès qu'on aura finalisé la préparation du contenu, on vous l'enverra directement par mail. Et donc, je reprends la question. Donc, comment on fait enfin, quelle est la stratégie en fait pour identifier les prompts à monitorer? Donc, alors, c'est complexe. Il y a plusieurs méthodes possibles. Donc, je résume. Donc, les LLM ne partagent pas d'informations sur ce qui est vraiment tapé. Le seul grand acteur qui en partage, c'est Google. Et pour le coup, il le partage à très grande échelle et c'est une vraie mine d'or parce qu'on a énormément d'informations par rapport à ça. Une des stratégies qui est intéressante et qu'on fait nous, c'est de se baser sur les mots-clés long train de Google. Les mots-clés long train, en fait, c'est presque des prompts, c'est presque des questions que les internautes ont posées parce que du coup, l'intention de recherche derrière le mot-clé, elle est très bien définie. Donc déjà, récupérer tous ces mots-clés long train et transformer ça en question, ça va être une première bonne approche, sachant que ce qu'il faut se dire, c'est que les mots de liaison dans la question, dans le prompt qu'on va générer, ils ont peu d'importance. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Si je demande à ChatGPT quelle est la meilleure raquette de tennis pour un expert ou juste meilleure raquette de tennis expert, je vais avoir la même logique pour ChatGPT aura la même logique pour générer la réponse. Du coup, on s'en fiche en fait de ces mots-clés-là. On peut les rajouter parce que nos clients trouvent ça plus naturel de monitorer des questions donc naturelles, mais en vrai, on pourrait les enlever, ça reviendra au même. Par contre, ce qui va compter, c'est les intentions. Et donc, partir des mots-clés longue traîne et après se dire que dans les LLM, forcément, les gens vont avoir tendance à définir beaucoup plus leur intention parce qu'on va vouloir plus discuter que juste taper un mot-clé. Et donc, la notion de persona va rentrer en compte. La notion de persona, elle est compliquée parce qu'on n'est pas sûr à 100% que quelqu'un qui va rechercher un produit sur le web, et enfin sur ChatGPT, est-ce qu'il va vraiment décrire son persona, est-ce qu'il va vraiment décrire qui il est? Donc là, l'idée, c'est des hypothèses à prendre. Si on pense que ça l'est, dans ces cas-là, on transforme le prompt et on ajoute le persona dans le prompt. Ajouter le persona dans le prompt, ça veut dire que, imaginons par exemple, je sais pas, moi, je cherche une assurance pour ma voiture. Et bah là, je me doute que le persona, en fait, il va être important parce que déjà dans Google, je pense que les gens tapent meilleure assurance voiture familiale ou le nombre de personnes qu'il y a dans leur famille. Donc l'idée, c'est d'identifier ces personas et de rajouter ça dans le prompt. Le persona, en fait, si on veut le monitorer dans un LLM, il faut ajouter ça dans le prompt à monitorer. Donc l'idée, c'est de dire, je suis dans une famille où on est 5 personnes, voilà la voiture qu'on a.
voilà ce que je cherche. Et ce que je cherche, du coup, c'est une assurance pour ma voiture. Et donc, l'idée, c'est ensuite de prendre chaque prompt qu'on a et de le personnaliser avec ce persona. Et je pense que ça devient intéressant là de vérifier que la réponse du prompt est bien persona dépendant. Comme ça, on peut vérifier que ce qu'on fait a vraiment un impact et qu'on n'est pas en train de monitorer des questions qui servent à rien. Donc voilà, ça serait de partir des mots-clés longue traîne et ensuite d'ajouter la notion de persona, mais de faire de l'A/B test pour voir à quel point elle a un impact sur les réponses des LLM. Et après, vous pouvez aussi passer par des instituts de sondage, donc c'est un peu plus complexe, mais vous prenez, je ne sais pas, 1000 personnes qui sont dans votre cible et vous les interrogez pour leur demander comment eux, ils rechercheraient vos produits ou vos services dans les LLM, et ça peut vous donner aussi pas mal d'informations. Après, ce que tu peux dire aussi, c'est que sur l'outil Meteoria, il y a plusieurs moyens de créer les prompts, soit à partir de mots-clés SEO, soit à partir de thématiques connectées à Google Keywords Planner, soit à C'est partir ça, de ouais. Search Console. Alors, ce qu'on fait, c'est donc les thématiques, c'est intéressant. L'idée, c'est que Google Keywords Planner, c'est un outil qui est super bien parce qu'il va vous donner en fait tous les mots-clés que les gens vont taper à partir d'une thématique. Donc, par exemple, si je lui donne, je reprends la thématique des raquettes de tennis, je donne raquettes de tennis à Google Keywords Planner, il va me renvoyer 2000 mots-clés que les gens ont recherchés dans Google associé à cette thématique-là avec le volume de recherche. Donc l'idée, c'est de récupérer tous ces mots-clés, c'est ce qu'on fait sur Meteoria, de les clusteriser pour les regrouper par intention de recherche et éliminer les doublons. Et les mots-clés qui restent, là, on les transforme en questions. Donc ça peut faire une bonne base. Et après, on a aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante, en fait, c'est de pouvoir relier son Google Analytics et sa Search Console directement à Meteoria. Et vous allez paramétrer un événement de conversion. Donc, par exemple, l'événement qui va vous intéresser, c'est l'achat ou l'ajout au panier. Et nous, on va récupérer toutes les pages de votre site qui génèrent du coup le plus de cet événement de conversion. Et via la Search Console, on va être capable de savoir quels sont les mots-clés que les gens ont tapés pour arriver sur ces pages-là et donc ce qui vous ont généré des conversions. Et à partir de ces mots-clés-là, on les transforme en prompts. Donc, ça permet d'identifier en fait les prompts qui seraient les plus stratégiques pour votre business. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de questions. François, la partie suggestion intelligente dans notre produit Meteoria génère des prompts? Ça, pour te répondre, on le fait automatiquement à partir de votre site web. En tout cas, il reste 3 minutes. C'était juste pour dire, si certains souhaitent prendre rendez-vous pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à le faire. Vous avez un call to action, soit pour récupérer la présentation en bas, ou soit prendre rendez-vous directement avec nous. Il y avait une autre question pour revenir sur le carrousel produit de Léo. En fait, pour constituer son carrousel produit, on récupère du coup, ChatGPT récupère la SERP du coup de. Quel lien tu fais entre tout ce qui va être sponsorisé sur Google et tout ce qui ne va pas l'être? En résumé, est-ce qu'il y a un lien entre Google Ads et la probabilité d'apparaître? Ouais, c'est une bonne question. Ça nous est arrivé de faire des tests et quand on tapait le nom du produit que ChatGPT va scraper dans Google Produits, on ne le voyait pas en organique, on le voyait que en ads. Donc on s'est dit que potentiellement il pouvait le récupérer, mais je pense pas parce qu'en fait je vais partager mon écran pour vous montrer un exemple. Hop. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que quand en fait, là j'ai tapé un mot-clé du coup et je suis allé dans produit, les carousels produits en fait, le nom du produit que ChatGPT va afficher, et ben souvent c'est exactement le nom de l'annonce qu'on peut voir ici, enfin pas de l'annonce, mais du coup du produit qui est en organique. Et en fait, quand on clique dessus, là on voit toutes les options d'achat qui apparaissent. Et souvent, c'est exactement ces options d'achat qui sont remontées du coup dans le carrousel produit. Alors que si je suis ChatGPT et que je clique ici, en fait, sur directement l'Ads, et ben ça m'ouvre pas du coup des options d'achat, ça me ramène directement ici. Donc, je suppose que c'est plutôt l'organique et que du coup, c'est directement avec ça. Ils ne s'embêtent pas, en fait, ils prennent tout le bloc. Et ça, on est sûr qu'ils prennent ce bloc parce que quand on compare les prix, c'est exactement les mêmes. Et quand on compare les pages de destination ensuite, c'est aussi exactement les mêmes. Donc, je pense que c'est plutôt de l'organique. Et leur raisonnement, c'est comme quand ils vont scraper la search Google sur les query fan out, ça doit être de se dire que en fait, les ads,
ça peut facilement être biaisé via du budget marketing. La partie organique, c'est plus compliqué de la biaiser parce qu'il y a l'algo de Google qui est garant de la qualité des informations qui vont remonter. Donc, si j'étais eux, moi, je me baserais uniquement sur l'organique. Bon, il est midi, on va devoir quitter. Si certains souhaitent tester, en tout cas pour voir si vos produits remontent dans les carousels produits de ChatGPT, vous pouvez faire une démo avec l'outil Météoria. Il y a un free trial avec 10 prompts. Donc, vous pouvez faire le test. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous aussi via les call to action qui sont en bas de l'écran. Et Idriss, est-ce que tu as le mot de la fin? Non, bah, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions suite au webinar, vous pouvez nous contacter, donc soit par mail, soit directement sur LinkedIn. On sera ravis de compléter. Peut-être qu'on n'a pas pu voir tous les pans. Si certains d'entre vous connaissaient déjà ces informations et veulent rentrer un peu plus dans le détail, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous invite à participer du coup au prochain webinar dans 3 semaines, donc qui sera plus lié au GEO et à l'e-réputation des marques. Pareil, c'est vachement intéressant. C'est un cas d'usage qui est complètement différent. Il y a d'autres manières d'optimiser tout ça. Donc, je vous invite à y participer. Et merci à tous. Et j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis du coup dans 3 semaines si ça vous intéresse. Merci beaucoup.